Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Du XVIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, le monde était exacerbé par la guerre des idéologies, le capitalisme d'une part et le socialisme d'autre part. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, Samuel Huntington déclare le choc des civilisations. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, au XXIe siècle, un virus surgit de nulle part et aujourd'hui contrebalance tout ce qui a été dit. C'est la raison pour laquelle sûrement et sans doute, en l'occurrence Thierno Souleymane Diop Niang écrit ce livre Leçons d'humanité. Monsieur Niang, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette émission que vous animez. Leçons d'humanité, la cloche de l'humanité. Bah écoutez, c'est comme vous voulez, hein. Le son d'humanité ou la cloche d'humanité. Le plus important, c'est de pouvoir comprendre le sens du message qui se cache derrière cet ouvrage-là. Comme vous l'avez rappelé, au siècle précédent, nous avons eu beaucoup de disruptions, c'est le mot en fait, des bouleversements majeurs au sein de la scène internationale et particulièrement en Afrique, etc. Mais je pense que cette pandémie-là, elle est particulière. Jamais dans l'histoire du monde, la machine a freiné de cette manière-là, ramenant 4 milliards de personnes à être confinées, des frontières qui sont fermées, des replis identitaires et même des replis politiques. Je pense que c'est extraordinaire. Et dans ce touille-bouille, ou en tout cas dans ce mélange qui apparaît sur la scène internationale, nous avons un continent, le nôtre, l'Afrique, qui au départ était scruté, je m'excuse, à l'infirmerie. On prédisait une hécatombe sur ce continent. On disait qu'il y aurait des millions et des millions de morts. Et c'est des voix audibles, notamment l'OMS ou l'ONU même, en l'occurrence son secrétaire général, qui prédisait ce drame-là. Dieu merci, nous n'en sommes pas là. L'Afrique est plus que jamais résiliente. Quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. On ne va pas verser vers un mysticisme, mais en tout cas, ce qui est constant, c'est que ce virus-là ne fait pas les dégâts qui étaient escomptés au départ. Et je pense qu'il y a des raisons. Il faut regarder ces raisons de près. Il faut en tout cas comprendre ce qui s'est passé cette année-là et envisager l'avenir de manière assez différente. L'Afrique n'est pas aussi vulnérable que certains l'ont prédit, ou plutôt l'Afrique est beaucoup plus résistante que certains le pensent. Est-ce votre pensée? Mais oui, je pense que c'est au-delà d'une pensée, c'est un fait. On constate aujourd'hui que, je le disais, on nous prédisait véritablement une tragédie. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des voix audibles. Je ne sais pas sur quel levier ces hommes-là ou ces personnes se sont basés pour décrier l'Afrique de cette manière-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, résultat des courses, nous restons résistants. Il y a peut-être une démographie qui explique cela, parce que nous avons une population fondamentalement jeune. C'est une très bonne chose. Et peut-être on reviendra sur ça plus tard dans cette émission. Quel est aujourd'hui l'atout d'avoir une démographie assez jeune et je pense qu'aujourd'hui, on s'avance vers des défis et des challenges dans le futur très importants. Et cette démographie-là, qui est à majorité jeune, va beaucoup nous aider. Alors, l'Afrique, elle n'est pas vulnérable. Oui, je pense que du point de vue économique ou sur d'autres critères, peut-être encore que ces critères-là, souvent sont exogènes, sont déterminés par des firmes qui ne sont pas forcément des firmes africaines ou qui ne prennent pas en compte les intérêts de ce continent-là. Nous sommes dans une ère d'économie libérale. Vous avez, à l'entame de vos propos, vous avez un peu parlé de ce qui s'est passé dans les siècles passés. Et donc, aujourd'hui, nous vivons sous le joug de cette économie libérale-là. Et cette économie libérale-là ne donne aucune chance à ce continent-là. Je suis d'accord. Ils ont déterminé des critères, ils ont déterminé des baromètres pour mesurer l'économie des États, etc. Et malheureusement, dans ce box-là, nous ne comptons pas. Mais aujourd'hui, l'Afrique, à travers cette pandémie, montre qu'elle est plus que jamais prête pour l'humanité. Francis Fukuyama, en 1989, prédisait la fin de l'histoire. Samuel Huntington, lui, nous parle de choc de civilisation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de fin de l'histoire? Est-ce qu'on peut parler même de l'existence d'un seul ou bien de deux pôles dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de choc de civilisation si l'on se fixe réellement ce que c'est que les civilisations? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour que l'Afrique montre en réalité qu'elle est une civilisation aussi ancienne que l'on prédit
en réalité les historiens et les scientifiques, mais aussi ancienne que peut être la civilisation africaine, elle est capable de pouvoir perdurer encore et encore. Mais votre question, elle est très intéressante et cela m'inspire plusieurs réponses. On va y aller petit à petit. D'abord, vous avez cité quelqu'un, Fukuyama, qui prédisait l'histoire orientée. Fukuyama, c'est un partisan de l'histoire orientée. Et bien entendu, Fukuyama nous disait que, écoutez, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le triomphe du libéralisme et jusqu'à la fin des temps, c'est ce paradigme-là qui va perdurer. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, ce n'est pas le cas. Exact. Au contraire, cette crise-là exacerbe les limites du libéralisme. À côté de Fukuyama, vous avez cité Samuel Huntington, qui prédisait le choc des civilisations. Bien entendu, depuis quelques années, on assiste à, entre guillemets, une guerre entre deux blocs. Bien entendu, certains Occidentaux pensent que l'islam est en guerre contre l'Occident, ou bien l'islam aujourd'hui ne peut pas, comment dirais-je, vivre dans la même place que les règles ou bien les paradigmes occidentaux, que l'islam a des difficultés pour s'adapter au modernisme. Tout ça, ce sont des points de vue. Hein. On peut être d'un bord ou l'autre. Mais quelle est la place de l'Afrique ? C'est ça le plus important dans cette scène internationale-là. Et ça, il faut véritablement déterminer cette place-là. Et vous l'avez si bien dit, l'Afrique est la mère et la fille aînée de l'humanité, pour reprendre Felwine Sarr, ou en tout cas la mère de la civilisation. Et on a quelqu'un chez nous comme Cheikh Anta Diop qui, à travers ses travaux, nous a permis non seulement de nous décomplexer, mais à apporter des preuves tangibles que l'Afrique est la mère des civilisations. Mais pour moi, nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus à une époque où nous pouvons prouver que l'Afrique est le continent civilisateur de l'humanité. Nous avons dépassé ce combat-là. Je pense que nous n'avons plus rien à prouver à personne. Nous ne devons même pas être dans une dynamique de rattraper les autres, parce que je pense que le chemin est différent. La trajectoire est différente. Nous devons aujourd'hui ressembler à notre propre splendeur, comme je le dis dans cet ouvrage-là. Parce que il y a 60 ans, nous avons un président poète, Léopold Sédar Senghor, qui disait qu'en l'an 2000, l'Afrique serait comme Paris. Moi, je dis dans l'ouvrage que la ville parisienne est sûrement belle, mais Dakar, comme toutes les villes africaines, devrait aspirer à ressembler à leur propre splendeur. Et c'est pour dire que nous devons aspirer à rencontrer notre propre authenticité. Et rencontrer notre propre authenticité, c'est déterminer notre propre cheminement politique, économique et social. Et ça, c'est possible. Je le dis dans l'ouvrage. Longtemps avant les révolutions françaises, la révolution africaine, nous avons éclos dans nos espaces sociaux des paradigmes, des règles, comment dirais-je, des manières de gouverner la cité. La charte de Kouroukan-Fagouan en 1235, là-bas au Mali. Plus tard, la révolution de Souleymane Baal qui se passe en 1776, avant même la révolution de Jefferson aux USA. Tout ça nous montre que depuis très longtemps, nous sommes mûrs, nous sommes matures, nous avons les moyens nous-mêmes de déterminer, de dessiner, de dresser un chemin qui nous est non seulement endogène, mais bien entendu, ça ne nous empêche pas d'être ouverts au monde, parce que la globalisation, elle est effective. Il ne s'agit plus de vivre en ostracisme ou en autarcie. Nous allons être présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Mais d'abord, avant de le faire, nous devons d'abord être enracinés. Nous devons être en phase avec nous-mêmes. Trouver ce moi intérieur, comme je le rappelle dans le livre, qui est l'écologie de l'intérieur, qui est vivace sur ce continent. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont été ébahis quand pompier français, je le dis dans l'ouvrage, soit parti de manière subreptice sauver un enfant qui allait s'écraser. Mais je pense que depuis très longtemps, ce pompier français a été façonné de cette manière sous le cocon tropical. C'est pourquoi il a juste exacerbé ce qu'il a appris en Afrique. Lorsqu'il a vu cet enfant en danger, il est parti sans réfléchir. Donc l'Afrique aujourd'hui a beaucoup de choses à vendre au reste du monde et à montrer l'exemple. Et cette pandémie, je le rappelle plus que jamais, est une occasion de nous montrer que le continent africain a son mot à dire. Ce mot-là, il n'est peut-être pas économique de la manière libérale, il n'est peut-être pas politique de la manière dont se passent les affaires dans le monde, mais il y a un autre regard que l'Afrique apporte sur ce monde, sur cette humanité, et c'est important d'entendre ce son-là qui vient de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Thierno Niang. Je rappelle juste qu'il est chercheur auditeur au CEDES et spécialiste des relations internationales et de la géopolitique au Sahel. Thierno Souleymane Niang est formateur certifié en prévention de l'extrémisme violent avec l'UNESCO ici-bas, membre de IDOV, écrit en anglais et membre de l'Ex-Africa. Thierno Souleymane Diop Niang, ce que vous venez de dire
ce discours-là, cette réalité-là a été tenu par d'autres de votre génération. Aujourd'hui, nous voyons que bien vrai que l'Afrique résiste à la Covid-19 grâce aujourd'hui à sa démographie, mais également peut-être grâce à son climat tropical. Aujourd'hui, Thierno, est-ce que c'est cet afro-optimisme que vous êtes en train de prôner et qui est une possibilité, est-ce qu'il ne trouve pas ces freins aujourd'hui à travers une société indisciplinée, d'une part, et d'autre part par des autorités qui aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas la référence en matière de réduction des comptes? Est-ce que ceci ne pose pas problème? Est-ce que ceci même n'est pas une dissonance à ce son d'humanité? Mais écoutez, je pense que pour ne pas glisser vers un jugement de valeur, je dirais que fondamentalement, pour aspirer à ce développement ou à ce décollage, je pense qu'il faut, j'ai toujours dit qu'il faut deux leviers essentiels, c'est-à-dire une citoyenneté active, une volonté politique. Quand vous avez parlé d'indiscipline, peut-être on peut déplorer parfois des comportements ou des postures qui ne sont pas catholiques, si vous me permettez le mot, et qui font pignon sur rue partout sur ce continent et particulièrement dans ce pays. On l'a vu par exemple, on le vit encore durant cette pandémie-là. Il y a des restrictions qui viennent des autorités qui ne sont pas respectées par tout le monde. Mais j'ai l'habitude de dire, allons au-delà des apparences, cueillons les évidences. Vous savez, aujourd'hui, certaines règles que peuvent se permettre l'Occident ou peuvent se permettre certains pays durant cette pandémie-là, ce n'est pas la même manière que nous pouvons la vivre aujourd'hui. Moi, j'ai entendu tout au début de cette pandémie-là, il y avait une narration, on parlait de guerre. Mais je pense que la guerre ailleurs ne peut pas forcément être la guerre chez nous. Il y a aussi ce défaut de communication-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays d'extrême précarité. Une économie informelle, si vous voulez, qui permet à beaucoup de populations de s'en sortir. Vous ne pouvez pas interdire à certaines populations d'être dehors à une certaine heure sans pour autant apporter des mesures d'accompagnement. Je pense que à un certain moment, quand vous repoussez ces jeunes-là, ou en tout cas ces populations dans leur dernier retranchement, c'est normal qu'ils se rebellent. Et donc, il faut d'abord, avant d'interdire, je pense que les autorités sont à un niveau de renseignement ou de compréhension assez inédit. Ils ont une vue assez panoramique qui leur instruit, en tout cas, une certaine posture et qui les pousse à sécréter des règles que nous tous nous devons respecter. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout cela doit être fait de manière assez lucide et pas de manière assez brutale. Malheureusement, nous avons assisté souvent à des réponses assez brutales ou à des réponses abruptes et qui étaient à l'encontre des populations. Cela dit, je pense que je reste optimiste parce que d'abord, Cheikh Anta nous disait que depuis nous sommes réalistes, nous partageons depuis que nous sommes réalistes, nous ne décollons pas. Il est temps d'être utopiste. C'est très important. Je pense que le rêve est permis parce que c'est ce rêve que tu dois nous porter. Je l'ai dit dans l'ouvrage, nous avons besoin de gardiens de phare, des dirigeants gardiens de phare, c'est-à-dire ceux qui sont capables de regarder très loin, d'avoir une certaine vision. Malheureusement, nous avons souvent des gardiens de cimetière qui ne regardent que devant eux. Et ces gardiens de cimetière sont dans une chambre d'écho. J'ai l'habitude de le dire. La chambre d'écho, c'est des chambres dans lesquelles ils n'entendent que leur propre voix. Et leur voix ne leur dit que ce qu'ils ont envie d'entendre. On l'a vu depuis quelques mois, des présidents qui se sont entêtés, qui se sont présentés pour des troisièmes mandats dans des pays qui environnent le Sénégal. Voilà véritablement les problématiques auxquelles nous faisons face sur ce continent-là. Depuis 50 ans presque. Oui, et qui interpellent notre jeunesse. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être optimistes. Vous savez pourquoi? Je le dis encore dans l'ouvrage. Les grands changements, les grandes mutations s'opèrent sur un temps long. Vous savez, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 60 ans, c'est important dans la vie d'un être humain. Mais ce n'est rien dans la vie d'un État ou d'un État civilisation. Aujourd'hui, c'est en 2049, c'est-à-dire on va encore attendre 20 ans pour que la Chine puisse aujourd'hui prétendre à la première puissance mondiale, parce que cela va coïncider avec la célébration de la route des soies, la révolution de Mao. Vous avez vu, il y a au moins sur 100 ans que la Chine s'est déployée. Aujourd'hui, nous avons 60 ans. Oui, 60 ans, c'est important, mais nous ne devons pas être pressés. Pour moi, il y a des signaux qui nous montrent que les choses vont changer. J'insiste encore, nous avons une démographie assez intéressante, elle est très jeune. Maintenant,
ce que nous devons faire, c'est que cette démographie-là, cette jeunesse-là, nous devons l'encadrer, nous devons la former, nous devons la guider pour qu'elle arrête de quitter nos, comment dirais-je, nos côtes pour amarrer ses rêves ailleurs. Un Eldorado européen qui ne l'est pas forcément. L'Europe aujourd'hui, et vous avez vu cette loi-là qui, si jamais elle passe, c'est très grave. Aujourd'hui, dans certains pays européens, nous allons assimiler l'immigration au terrorisme. Ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi nous devons avoir, je parlais tout à l'heure des dirigeants gardiens de phare, des dirigeants assez habilités et habités par le job. Ce job-là de guider leur peuple vers des terres engouées du développement. Et c'est possible parce que sous ce continent, ou en tout cas sous nos pieds, sont cadenassées des richesses immenses qui devraient uniquement servir à l'épanouissement des populations. Thierno, c'est très bien de pouvoir survivre à la Covid-19, c'est très bien d'être optimiste et d'avoir cet espoir, c'est très bien même de rêver. Tout cela nous est permis puisque nous avons toutes les richesses qu'il faut. Mais lorsque l'on parle de géostratégie, lorsque l'on parle de relations internationales, on ne peut pas occulter la question économique qui, le plus souvent, est la question phare, la question standard. Et peut-être même aussi phare et standard que peut-être la question, peut-être elle est cachée quelque part pour ne pas, en tout cas, que les curieux viennent au moins goûter peut-être au gâteau. Mais lorsque l'on regarde en réalité tout cela, bien vrai que les Africains résistent au corona, mais est-ce que les Africains résisteront aujourd'hui aux conséquences économiques de cette pandémie? Mais écoutez, moi je pense que quelque part, je le dis dans cet ouvrage, le bien-être doit cesser d'être onéreux sur ce continent pour tous les Africains, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons tous les moyens, nous avons toutes les ressources à notre disposition pour rendre heureux les millions et les millions d'Africains qui vivent sur ce continent et qui seront en plus tard 1 milliard et quelques à l'horizon 2060. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, je pense que regardez ce qui s'est passé durant cette pandémie-là. Dans ce pays, par exemple, au Sénégal, nous avons eu des autorités qui étaient fières de poser devant une montagne de vivres de première nécessité. C'est extrêmement grave. Alors que nous avons des terres arables, nous avons des jeunes ingénieurs. Nous pouvons en ce moment faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire soit effective. Et ça, c'est l'une des conditions nécessaires pour parler d'économie. Je pense que nous ne pouvons plus nous permettre d'aller chercher ce que nous mangeons sur ce continent, en dehors de ce continent. Et du point de vue même stratégique, nous devons dépasser cela. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est l'industrialisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les matières premières qui sont sur ce continent-là. Je disais tout à l'heure, nous avons la démographie, donc nous avons la main-d'œuvre. Il faut que cette matière première-là puisse servir à l'industrialisation de ce continent-là. L'industrialisation va permettre quoi? Va permettre non seulement de créer des emplois, de créer de la richesse, mais d'assurer une redistribution de cette richesse-là. Mais vers où? Vers un marché. Aujourd'hui, la Zaleka est peut-être en début, elle est critiquée. Moi aussi, je fais partie de ceux qui pensent que l'intégration politique doit précéder l'intégration économique. Mais aujourd'hui, nous avons un marché aujourd'hui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui fait 500 millions de personnes. 500 millions donc de potentiels demandeurs. Et cette population-là, économique ou commerciale si vous voulez, elle dépasse même la population européenne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un défi stratégique. Parce que si aujourd'hui, cette population-là arrive à avoir le pouvoir d'achat et donc à consommer sur ce continent-là, à laisser ces devises au sein même de l'espace CEDEAO, mais ça devient très intéressant. Nous produisons de la richesse, nous redistribuons cela, mais nous pouvons investir de manière structurante sur des questions cruciales. Et ça, c'est très intéressant. Ce que nous ne parvenons pas jusqu'à présent à faire, c'est pourquoi c'est l'une des explications de cette fuite en avant de cette jeunesse ou de cette immigration dite irrégulière par les Européens. Donc la question économique, elle est cruciale, elle est fondamentale, mais elle doit aussi se faire dans un cadre intégratif. Justement, pour que ce marché puisse exister, il faudrait qu'il y ait de l'intégration. Mais absolument. Et nous avons vu par exemple que la CEDEAO, qui est créée depuis 1975, qui aura bientôt 50 ans, jusqu'à ce présent, il y a un problème d'intégration au sein même de cette organisation sous-régionale. Donc il y a un problème. Mais écoutez, je pense que moi aussi, je fais partie de ceux qui pensent que la CEDEAO devrait mieux faire, peut mieux faire. Mais la CEDEAO fait beaucoup de choses. Cette organisation rencontre des écueils sur son chemin. C'est normal, hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce organisation, oui, comme toute organisation. Mais la CEDEAO, elle est d'abord, avant même les Européens, l'organisation à réussir la citoyenneté
transrégionale. C'est important. Aujourd'hui, avec une carte d'identité, même s'il y a des tractations, même s'il y a des tracasseries éprouvées par les citoyens de la CEDEAO aux différentes frontières, mais on y arrive aujourd'hui. On a un passeport commun, on a une carte d'identité commune. Aujourd'hui, on a la libre circulation des biens et des services, en tout cas dans les textes. Maintenant, il faut une CEDEAO des peuples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème à la CEDEAO, et c'est revenu même de manière assez manifeste il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu une crise au Mali. Les deux présidents qui étaient dépêchés sur place, à savoir le président guinéen et le président ivoirien, avaient un agenda caché, il faut le dire, c'est-à-dire qu'ils se préparaient à se présenter aux élections présidentielles dans leur propre pays. C'est pourquoi ils avaient aussi le temps pour que leur ami, entre guillemets, Ibeka, soit restauré dans la légalité. Ce qui ne s'est pas passé. Et donc, on constate ici que la conférence, il y a un duopole au sein de la CEDEAO. C'est-à-dire que la conférence des chefs d'État, aujourd'hui, souvent bute avec la commission. Et la commission est chargée de la vie structurante de la CEDEAO. Mais malheureusement, et ça aussi, il faut le dire, aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire est un pivot au sein de la CEDEAO à côté du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des intérêts politiques qui font qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas véritablement intégrée et elle tarde encore à jouer le rôle. Je pense qu'il faut cette CEDEAO des peuples, il faut que le Parlement de la CEDEAO joue un rôle plus déterminant, il faut que les populations de la CEDEAO soient entendues. C'est-à-dire, ce Parlement est vraiment important. La Cour de la justice aussi de la CEDEAO doit jouer un rôle beaucoup plus éminent. Je pense que c'est des instruments politiques qui doivent être mis au service de l'économie. Si tous ces instruments politiques sont bien élaborés, si aujourd'hui il y a une fiscalité très intéressante au sein de la CEDEAO, s'il y a des incitations pour que les chefs d'entreprise de la CEDEAO puissent investir, que le chef d'entreprise ou bien l'homme d'affaires sénégalais puisse investir au Mali, vice-versa, s'il y a aujourd'hui une économie endogène développée, je le dis tout à l'heure, nous avons les matières premières, nous avons les richesses, nous avons les ressources. Je pense que la CEDEAO peut jouer un rôle très important dans l'avenir. Et ça, il faut fondamentalement qu'on tende vers cela. Nous avons vu, Thier, qu'il y a aujourd'hui, en Afrique surtout, la présence de grandes firmes multinationales. Des firmes multinationales, mais qui appartiennent aux pays occidentaux. Et ces firmes-là, en l'occurrence Total, ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, ces firmes-là ont une puissance qui dépasse les puissances des États. Aujourd'hui, pensez-vous que l'Afrique a les coups de franche pour faire face à ces puissances-là, pour pouvoir garder son économie? Mais je pense que l'Afrique a les coups de franche. C'est-à-dire que, quoi qu'on puisse dire, hein, c'est vrai que ce sont des entreprises assez puissantes, mais ces entreprises sont adossées à des États. C'est-à-dire que derrière ces entreprises, il y a des États occidentaux qui font en sorte que ces entreprises soient déployées sur d'autres terrains pour encore une fois servir leurs propres intérêts. Nous sommes aujourd'hui dans un renversement de situation très intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont les chefs d'État, ce sont les pays qui sont les directeurs commerciaux des grandes entreprises. Nous avons des chefs d'État, quand ils voyagent, emportent avec eux des hommes d'affaires, etc., pour leur déblayer le terrain afin qu'ils gagnent des marchés dans d'autres pays. Aujourd'hui, le continent africain est un cadre attrayant. C'est un continent très riche et donc aujourd'hui, c'est normal que ces puissances-là viennent en Afrique pour chercher des parts de marché. Mais quelle est la réponse apportée à ces puissances-là? C'est là que ça devient intéressant. Est-ce que nous battons pour nos propres intérêts? Est-ce que nous avons des cadres intégrés? Est-ce que nous avons des stratégies communes pour faire en sorte que nos intérêts soient défendus? Est-ce que le cacao ivoirien, je donne un exemple, profite d'abord aux Africains? Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur avicole sénégalais profite d'abord aux Africains? C'est très important. Nous avons des domaines, même éparses, dans lesquels nous avons une certaine autosuffisance. Il faut booster cela, inciter les autres pays africains à se joindre à ces initiatives-là pour les amplifier, pour créer des lobbies. En fait, sur la scène internationale, chers amis, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ces puissances-là continueront à venir en Afrique, continueront à arracher nos terres, nos matières premières sans état d'âme. Il faudra leur opposer une réponse ferme. Il faut arrêter ces messes-là qui sont en profusion, c'est-à-dire les Chine-Afrique, la France-Afrique, où un seul pays, un président convoque un peloton de 52 chefs d'État ou 54 et viennent leur dicter la voie à suivre. Il faut changer cela. Je pense que c'est possible. Il faut qu'on y aille ensemble. Il faut que nos stratégies émiettées ou nos énergies émiettées soient dépassées pour que les dynamiques soient des dynamiques
synergique pour enfin qu'on arrive à faire décoller ce continent-là. Thierno, on me signale que c'est la fin de l'émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Sadir. Et bon, je ne sais pas si je vais tordre le protocole, mais c'est un vrai plaisir de partager cette émission avec toi parce que tu es mon ami. Amitié partagée. Mesdames, Messieurs, chers internautes, merci en tout cas d'avoir suivi cette émission avec de bons amis Thierno Souleymane Diop. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.